Bonjour à tous, bonsoir. On est en direct ce soir avec Nathalie Riesen, qui est experte en relations toxiques. Je vais vous la présenter plus précisément dans quelques minutes. Je vous rappelle le sujet ce soir, c'est enfants, écran, parents, quelle solution? On a décidé avec Nathalie, bien sûr, d'orienter cette soirée très solution. Elle va passer d'abord en revue le constat actuel et certains effets nocifs, mais aussi certains bénéfices que ont les écrans chez les enfants et on ira sur les solutions et on va aborder 3 catégories. Elle nous en parlera plus précisément après. Alors, vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions. Donc, si vous avez quelques questions, vous pouvez déjà commencer à les écrire en commentaire et on verra dans quelle mesure on fera au mieux pour y répondre. Alors, Nathalie, merci beaucoup d'être là, d'avoir dit oui à mon invitation. Bonjour, bonsoir, hein, on est entre deux à 6 heures, donc voilà. Merci à toi, Caroline. Alors toi, je te présente, tu es coach PNL en relations humaines, tu es intervenante en soutien psychosocial, sophrologue et hypnothérapeute, beaucoup de casquettes. Tu soutiens les familles et interviens dans les écoles, notamment en lien avec justement l'addiction des enfants aux écrans. C'est la raison notamment de ta présence ce soir, même si tu as beaucoup plus d'autres casquettes aussi. Tu es experte en relations toxiques, que ce soit le couple, la famille, les entreprises ou dans l'éducation. Et tu pilotes le centre de relations d'aide aux victimes de relations toxiques. Le nom de ce centre? C'est le centre de relations d'aide aux victimes de relations toxiques et le site, si jamais, c'est victimesrelationstoxiques.com. Très bien, je mettrai les sites aussi en commentaire et sur la page Facebook. Et tu as fondé la ligne aussi Pélican, un collectif d'experts en ligne. Donc, tu es aussi très engagé à faire collaborer tout ce monde pour le bien des couples et des familles. C'est génial ce que tu fais. Et tu es en train d'écrire un livre, c'est correct? Oui, alors il est terminé. Maintenant, on est à la phase d'édition. Et effectivement, on se réjouit de le sortir parce que c'est un bébé, voilà, un bébé qui est là, en gestation depuis quelques temps. Donc, avant que ça devienne une légende, il faut vraiment le sortir. Donc ça va bientôt avoir lieu. D'ailleurs, sur mon site perso, vous pouvez déjà justement réserver certains exemplaires. Tu as déjà le titre du livre, ou plus ou moins? Ah, on va laisser un petit peu de suspense. Mais le thème, c'est autour de… Le thème, c'est autour de l'instrumentalisation de l'enfant lors justement de post-séparation, on va dire, violence conjugale post-séparation. Donc un thème assez grave qui justement est, on va dire, le 60-70% de mon occupation. Et tu peux nous dire 2 mots justement sur ce qui t'a amené à t'intéresser à un tel sujet parce que je suis allée voir, je suis curieuse et j'adore ce genre de parcours qui a 36 000 parcours en même temps. Tu as commencé plutôt comme une sportive, c'est correct? Oui, alors ça, c'était toute jeune. Maintenant, effectivement, oui, j'étais sportive quand j'étais plus jeune. J'ai eu cette chance parce que ça m'a permis justement d'acquérir une certaine hygiène de vie qui aujourd'hui, avec du haut de mes 52 ans, hein, me permet encore justement de faire illusion quand il y a certaines performances ou bien certaines marches à faire. C'est vrai que mon historique ensuite m'a menée en Angleterre, en Suisse allemande, et puis je me suis plus concentrée sur la banque. Et puis après, j'ai eu des commerces. Donc, j'ai un parcours pluriel. J'ai eu des façons de me transformer tout au long de ma vie et de pouvoir trouver de nouvelles opportunités. J'ai eu 15 ans des commerces. Et ensuite, effectivement, avec un événement de vie qui m'a croisée, on va dire ça comme ça, eh bien, j'ai décidé de me former et de créer justement cette spécialité hein, qui n'existe pas, qui est justement l'expertise dans la relation d'aide aux victimes de relations toxiques, que ce soit dans le couple, la famille, l'entreprise ou effectivement l'éducation. Et tu consultes à Genève si les personnes sont intéressées. Bien sûr, en visio, maintenant, c'est tous mis aussi en visioconférence. Alors effectivement, je consulte à Genève là en consultation individuelle. Après, je travaille beaucoup aussi sur mandat dans les entreprises et justement dans le cadre des écoles, de l'éducation pour justement l'introduction des écrans dans certains établissements ou bien justement quand il y a des problèmes parfois de harcèlement ou de violence. Voilà, on essaye de décortiquer un petit peu tout ça avec les acteurs pour faire que ces situations n'aient pas un impact trop négatif sur les victimes, sachant que malheureusement, elles sont souvent très impactées quand elles se décident à parler.
Et puis, on va peut-être commencer, on a décidé ensemble de diviser en 3 catégories pour que les parents qui nous écoutent s'y retrouvent. Tu nous en diras plus, mais plus ou moins, ce sera la première catégorie en moins de 7 ans, ensuite entre 7 et 13 et plus de 13 ans. Donc, restez avec nous si vous avez des enfants de ces âges-là, parce que Nathalie va partager avec nous des solutions. On va commencer par le constat et les enjeux qui sont encore actuels, même si les écrans, ça a commencé de nombreuses années, mais l'épidémie est encore là. Donc, je te laisse la parole pour déjà dresser un petit portrait du constat, des effets nocifs, et on finira avec aussi, bien sûr, en ouvrant sur les bénéfices que des écrans peuvent avoir. Donc effectivement, le constat, c'est qu'on ne peut plus vivre sans écran et qu'on est tous devant des écrans. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, Caroline. Hein, on est de nouveau devant un écran pour justement nous exprimer. Alors, c'est une casquette effectivement que j'adopte pour l'accompagnement des enfants et des familles qui sont souvent, on va dire, dans l'incapacité de faire face à cette multitude d'écrans en famille, d'écrans au sein de la maison. Alors, quels sont les risques pour les enfants? Les risques, c'est une atteinte sur le sommeil. Les risques, ça peut être aussi une mauvaise alimentation. Les risques, ça peut être une capacité de concentration réduite. Les risques, ça peut être aussi de la déscolarisation, à terme. Les risques, c'est de l'isolement, c'est de la solitude. Et les risques, c'est aussi des moins bonnes capacités cognitives. Vous voyez, il y a quand même, j'énumère des risques, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis les risques aussi, c'est cet effet zapping, d'une pensée trop rapide, d'une pensée qui passe sans arrêt d'une chose à l'autre. Et puis, c'est des lacunes aussi dans la reconnaissance eh bien, des mimiques que font parfois les parents justement dans les tout petits. Ça veut dire qu'on remarque aujourd'hui qu'il y a même des retards de langage chez certains enfants et qui n'arrivent pas justement à reconnaître les mimiques, les émotions sur le visage de leurs propres parents. Alors, effectivement, il y a une rééducation à entamer et pour ça, en fait, je vais prendre une citation de l'OMS parce qu'en préparant en fait cette petite prise de parole, je me suis dit, il faut quand même partir sur des choses un peu concrètes et pas que le discours de Nathalie, mais justement savoir en fait ce constat de l'OMS qui dit ce qu'il faut vraiment faire, c'est remettre le jeu au centre de la vie de l'enfant. Et ça, savoir qu'il s'agit de consacrer moins de temps aux activités sédentaires et plus de jeux, tout en protégeant le sommeil. Et ça, c'est la doctoresse Joanna Williamson qui fait partie de l'OMS, qui l'a dit justement dans on va dire, la définition qu'elle donnait à ce nouveau mode de communication, ce nouveau mode d'apprentissage avec les écrans et confronter les enfants avec cette possible addiction que je n'aime pas non plus dire ainsi. Alors, effectivement, avec toi, on s'est dit comment on va structurer cette prise de parole. On est en direct, on n'a pas le droit à l'erreur, à quelque part non plus. Mais en même temps, moi, c'est ce que j'aime, c'est pouvoir avoir des choses un petit peu comme ça qui nous permettent de partager. Donc, à nouveau, comme Caroline l'a dit, moi, je vous suggère vraiment de poser des questions pour que ça nous permette de rebondir et de rendre, on va dire, ce sujet réel pour vous avec vos problèmes du quotidien, parce que c'est de ça dont il s'agit. Je peux vous citer 1000 études, comme celle qui dit aujourd'hui que le cerveau des natifs du numérique, eh bien, face aux écrans, la génération Z, qu'on appelle, a gagné des aptitudes cérébrales de vitesse et d'automatisme, mais qu'elle a perdu des capacités de raisonnement et de maîtrise d'elle-même. Donc, vous voyez, on a chaque fois cette balance, des fois, qui n'est pas toujours équilibrée et qu'on cherche à équilibrer. Puis en tant que parent, on est face au quotidien. Et puis moi, plutôt que de culpabiliser justement vous, parents, eh bien, je cherche à trouver des solutions et des clés pour vous permettre de gérer ce nouveau quotidien. Parce que tout a été très vite. Je disais mon âge un petit peu en amont, mais c'est vrai que moi, en fait, tout a été très vite pour moi aussi. Je suis restée avec l'apprentissage du téléx quand j'étais plus jeune, puis le fax, c'était une réelle révolution. Et puis tout d'un coup, pouf, des téléphones portables sont apparus, puis hop, des écrans, et hop, de cette énorme imprimante qu'on pouvait avoir dans un bureau, on a vu qu'en fait, on peut réduire une imprimante maintenant à ne serait-ce qu'une feuille A4. Donc on voit que les choses ont été très, très vite, et que nos enfants, eh bien, nos enfants d'aujourd'hui naissent avec ces objets dans leur quotidien. Donc plutôt que d'en avoir peur, moi, j'ai décidé justement d'apprendre à gérer ce quotidien avec ce qui m'était donné. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas si facile que ça. Parce que peut-être on est tenté aussi à un moment donné, en tant que parent, d'interdire.
hein, de se dire, écoutez, on va cesser maintenant tout écran, on va couper tout à la maison, on va faire vraiment un home, un paradis, hein, j'aurais même dire un paradigme, sans écran. Mais là, n'est pas vraiment la solution parce que l'enfant, une fois qu'il va aller dehors, il va se retrouver confronté au réel. Être confronté au réel, c'est à des copains qui jouent, à des copains qui parlent justement de leur jeu, des copains qui sont dans l'action, on va dire, du numérique. Parce que tout le monde n'a pas la même éducation, non, les parents n'ont pas les mêmes valeurs et parfois n'ont pas le même temps non plus à consacrer, n'ont pas la même connaissance de la problématique que cela pourra engendrer. Forcément, l'enfant va se heurter en fait à ce monde pluriel, à cette gestion plurielle des écrans. Alors, avec Caroline, on a décidé de couper en trois en fait, ces catégories d'enfants. Hein. Il y a ce qu'on appelle les moins de 7 ans, que je vais même en fait, sous-catégoriser en deux parties, à savoir les jusqu'à 4 ans et puis les 4 à 7 ans. Puis en deuxième, à partir de 7 ans jusqu'à 13 ans. Et puis en dernier, les 13 ans et plus. Parce qu'effectivement, un enfant, ça grandit, ça bouge. Et un enfant de 3 ans n'est pas un enfant de 13 ans. Et il va s'agir justement d'évoluer et de s'adapter avec ce que l'enfant nous propose et avec ce qu'on a, nous, de connaissances pour justement, on va dire, apprivoiser au mieux ce quotidien. Alors, jusqu'à 4 ans, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Les enfants de moins de 4 ans, et moi, je me baladais encore dans une librairie, alors quand c'était encore tout ouvert, hein, il y a quelques mois, hein, et une librairie pour enfants, et j'étais très choquée en voyant une maman avec un bébé dans un maxi-cosy et un espèce de bras devant elle où l'écran était attaché, en fait, fixé pour que l'enfant, qui n'a pas encore de capacité de raisonnement réel, hein, c'est-à-dire c'était un nourrisson, puisse voir des choses bouger, un espèce de dessin animé devant l'écran. Alors effectivement, la propriétaire de cette librairie, me connaissant et connaissant mes spécialités, m'a dit « Ça, Nathalie, ça va vous énerver, vous avez intérêt à ressortir et peut-être revenir plus tard. » Mais non, je suis restée pour observer en fait cette scène qui pour moi était complètement déphasée et complètement lunaire. Et de me dire, mais à quoi pense le parent lorsqu'il place un outil numérique devant la tête de son nourrisson dans un magasin? Je ne comprends pas parce qu'effectivement, j'ai 3 enfants pour ma part. C'est vrai que j'ai des âges un petit peu, on va dire, échelonnés, mais en même temps, je pense qu'il y a tellement d'autres manières de pouvoir faire en sorte que son enfant puisse être, on va dire, serein dans un magasin que celle justement de lui proposer un écran. Donc la première recommandation, c'est déjà pour les en dessous de 4 ans, ne pas donner d'écran. L'enfant n'a pas la capacité de pouvoir justement comprendre ce qui se passe et les jeux en boucle vont même organiser son cerveau de manière assez figée. Hein. Vous voyez, quand on joue au plot avec un enfant, il apprend à construire et déconstruire une tour. Et puis la tour ne va jamais être pareille. On ne commence pas en boucle toujours les mêmes choses. Il y a un apprentissage qui va être caché derrière ce jeu-là, hein, tout comme peut-être des Lego ou autre chose. Eh bien là, il faut aussi savoir que justement, cadrer pour cesser cette mise à disposition de cet outil numérique dans les mains du moins de 4 ans. Hein. J'ai vraiment dit moins de 4 ans parce que cet âge de 4 ans, en fait, correspond au début de l'école. Hein. Il y a certes la crèche avant, etc., mais on correspond au début de l'école. Sachez aussi que les comptines sont extrêmement positives pour l'enfant. Puis les comptines, là, on peut peut-être aussi les trouver sur l'ordinateur, profiter de cet ordinateur, de cet objet pour apprendre des comptines avec l'enfant et puis peut-être justement l'accompagner aussi dans cette connaissance de l'ordinateur. Je ne dis pas ne cacher tous les écrans pour un enfant de moins de 4 ans, non, mais c'est apprendre avec lui, lui montrer que ça existe, mais que l'écran reste de la gestion de l'adulte. C'est pas à l'enfant d'être hypnotisé par une image qui va et vient sans compréhension réelle du monde en fait qu'on lui propose. Et c'est là aussi qui me fait rebondir sur ce que je disais au début de mon propos, à savoir qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les enfants petits n'arrivent pas à reconnaître les mimiques sur les visages, n'arrivent pas à reconnaître quand on est fâché, quand on est heureux, etc. Et ça, c'est quand même assez grave pour notre évolution humaine. Donc, c'est moins de 4 ans, essayez le moins possible d'avoir un objet entre lui et vous, un objet numérique entre lui et vous. Quand vous vous interagissez avec lui, vous posez votre téléphone, vous arrêtez de jouer sur la console, vous arrêtez de taper le courrier que vous êtes en train de taper sur votre ordinateur et vous vous consacrez à l'enfant, vous interagissez avec l'enfant.
Ensuite, il y a dans cette catégorie des moins de 7 ans, les 4-7 ans. Alors, les 4-7 ans, comme j'ai dit, ils commencent l'école. Et puis là, il va s'agir, avec une compréhension certaine, hein, quand même un peu plus importante, et je dirais même nettement plus importante que les moins de 4 ans, d'apprendre à ritualiser les temps d'écran. Hein, les ritualiser pour dire, voilà, il y a un temps pour les écrans, il y a un temps pour autre chose. C'est aussi respecter les âges. On ne donne pas l'ouverture sur un monde complet à un enfant de 4 ou de 7 ans. Hein. On est là pour l'accompagner, on est là peut-être pour jouer avec lui aussi, avec ces jeux-là. On est là pour lui apprendre peut-être la différence entre un jeu interactif et un jeu narratif. Hein. C'est vraiment apprendre ça. Et surtout, on développe la compréhension et le langage avec lui, de savoir dire ce qu'il ressent quand il voit cette image, de savoir en parler avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as ressenti avec ce jeu-là? Comment alors ça s'est passé, etc. Et puis utiliser en fait chaque fois ce fil d'Ariane qu'on va tirer pour comprendre et échanger avec lui, lui apprendre en fait à raconter son vécu sur l'écran. Hein. Donc, chose importante, je répète, ritualiser le temps d'écran, lui apprendre à raconter son vécu sur l'écran. Et puis, une dernière chose, pas d'écran dans les chambres. Ça, c'est proscrit, 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 et je dirais même proscrit, même pour nous. Hein. Rachetons des réveils simples et bien mécaniques. Hein, parce que souvent, l'excuse, c'est oui, mais ça me sert à me réveiller. Non, on prend un réveil qui vous coûte 10 francs dans des magasins, hein, et puis on utilise le réveil pour se réveiller, mais on sort tous les écrans de la chambre. Et puis par là aussi, c'est dire qu'en tant qu'adulte, parent, hein, il va s'agir de se responsabiliser parce que l'éducation est en partie faite par le mimétisme en fait de ce que le parent fait. L'enfant va mimer ce que le parent fait. Donc si l'enfant voit que son parent ne fait pas ce qu'on lui demande, hein, eh bien il va s'enfiler dans la brèche. Donc il s'agit là pour le parent d'être congruent. Hein, c'est ce qu'on dit en PNL, c'est être congruent, ça veut dire que voilà, si je dis aux autres peut-être de s'alimenter mieux, ben, je vais commencer par moi-même hein, pour refléter en fait les mots que j'emploie. Et bien c'est la même chose en tant que parent, lorsqu'on demande à son enfant de ne pas avoir d'objets numériques dans sa chambre, eh bien on fait le même, on retire aussi les objets numériques dans sa chambre, on ne dort pas avec. Puis ensuite, on s'attaque à cette autre catégorie d'enfants, les 7 et 13 ans. Tu as des questions, Caroline? Peut-être pour cette première catégorie, pour les moins de 4 ans, c'est clair. Les alternatives, tu parlais des comptines. En plus, nous, quand on sortait, j'imagine que d'avoir le nez en l'air, c'est pas non plus problématique de contempler les choses. C'est vrai que on est un peu conditionné par ces stimuli externes à la maison, et quand on sort, il faudrait aussi les apporter avec nous. Qu'est-ce que notamment, j'ai remarqué, c'est aussi les mamans qui sont seules, où il manque peut-être de l'autorité à la maison, qui peut-être ont plus de mal à... Alors moi, je fais vraiment un constat beaucoup plus large que ça. Je dirais, on n'a qu'à se promener dans la rue. Alors maintenant, effectivement, on vit une situation où se promener dans la rue, c'est un peu plus complexe, il y a des masques, etc. Mais malgré cela, on peut se rendre compte qu'effectivement, des petits hommes qui sont dans des pousse-pousse, eh bien, sont souvent poussés par un adulte qui, lui, est en train d'interagir ou a des écouteurs en train de parler à une personne ou à répondre à des messages, on va dire, qui sont justement émis par leur smartphone. Ils ne sont pas du tout en train d'interagir avec l'enfant. Alors, je ne dis pas qu'il faut non plus culpabiliser les parents et se dire qu'on doit toujours être en interaction avec l'enfant. C'est pas possible. Hein. Mais en même temps, limiter son temps justement d'utilisation de smartphone lorsque nous sommes avec les enfants, avec nos enfants, je pense que c'est essentiel. Limiter, mais aussi ritualiser. Dire, écoutez, surtout maintenant, hein, j'ai un temps de travail maintenant que je dois absolument avoir avec mon écran. Donc pour toi, par contre, tu peux avoir un temps de loisir aussi avec tes écrans pendant ce temps-là. Mais à nouveau, hein, on a vu on craignait beaucoup justement lors du premier confinement, l'école à la maison, etc. Mais il y a beaucoup de parents qui sont tombés dans le piège justement de laisser
toutes les portes ouvertes, on va dire, à l'écran dans toute sa splendeur, à même prêter, on va dire, leur portable, eh bien là, on voit qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'à l'école, on n'a pas de portable. À l'école, les portables sont prescrits. Quand on va devant une école primaire aujourd'hui, eh bien, on voit les enfants, avant de rentrer dans le préau, jouer avec leur smartphone, s'échanger des informations par rapport à leur jeu ou à leur scène YouTube, hein, parce que YouTube est très présent chez justement cette tranche-là, mais ils ne rentrent pas avec leur portable dans le préau lorsqu'il fonctionne. Donc, il s'agit là aussi, nous en tant que parents, d'installer des temps d'écran, de ritualiser justement avec lui et de lui faire apprendre à raconter ce qu'il vit pour partager ce qu'il fait. Parce que notre responsabilité en tant que parents, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe là-dessus. Hein. Parce que souvent, des parents me disent, mais vous savez, il est dans sa chambre, il est avec ses écrans, son computer, et puis il joue. Mais il est dans sa chambre avec le monde entier. C'est pas qu'il est seul dans sa chambre. Il est dans sa chambre avec une fenêtre sur le monde entier. Donc, il s'agit en fait d'intégrer cela comme non seulement peut-être des valeurs aussi à lui inculquer en lui disant, OK, bah, écoute, moi, si vraiment tu veux faire ça dans ta chambre, bah, moi, j'aimerais que la porte soit ouverte, j'aimerais que tu partages un petit peu avec moi, peut-être aussi aller s'intéresser à ce qu'il est en train de faire. Mais ça, on verra justement pour les tranches d'âge un peu plus grandes. Donc, oui, les comptines, se promener dans la rue, montrer les choses qui nous entourent, les bruits d'animaux, ce genre de choses, hein, avec des enfants en dessous de 4 ans, je pense que là, c'est essentiel. On parle aussi du manque de sommeil. Hein. On sait effectivement que si un enfant est devant les écrans, bah, il va avoir une production d'hormones qui vont le garder, le capter, réveiller. Hein, on sait aujourd'hui qu'il y a 50%, je lisais tout à l'heure, là j'ai ma petite statistique, 51% des enfants qui dorment aujourd'hui insuffisamment. Hein. Donc, c'est énorme comparé à ce que nos enfants et ce que nous avons vécu, on va dire, précédemment. Donc, pour avancer un petit peu, à moins que tu aies une autre question. Non, c'est très bien, merci. Voilà, on a donc cette catégorie d'enfants entre 7 et 13 ans. Donc, des enfants qui vont avoir une compréhension de leur entourage, de leur monde, des amis, hein, qui vont comprendre le monde un petit peu différemment, un petit peu mieux que la première catégorie. Et là aussi, c'est toujours jamais de TIC, hein, donc de techniques d'information et de communication, d'outils numériques dans la chambre. Donc, vraiment proscrire tout cela. C'est toujours ritualiser et paramétrer le temps d'écran, mais peut-être avec des fonctions ludiques. Hein, peut-être se dire, OK, bah, si je dois ritualiser, comment est-ce que je peux faire pour que pour lui, ce soit un bénéfice, qu'il comprenne. Alors, peut-être un pot avec des jetons d'un quart d'heure, d'une demi-heure, hein, et puis une minuterie enclenchée. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut installer. Vraiment, là, c'est aussi à ça que ça sert des fois de se faire accompagner, c'est de pouvoir acquérir des petites astuces qui nous permettent peut-être de ne pas être dans l'autoritarisme, mais de savoir anticiper la chose et non pas de se laisser dépasser par la chose. Donc, comprendre aussi le jeu de notre enfant, savoir combien de temps ce jeu dure, hein, combien de temps tu veux encore converser avec tes amis pour justement situer la chose, la prise d'écran, la démarche, on va dire, d'utiliser un outil numérique, dans combien de temps es-tu disponible? Si moi, je te dis oui maintenant, en tant que parent, ça m'engage à combien de temps, hein? Je pense que ça, c'est juste essentiel et souvent, les parents ne savent pas. Hein, ne savent pas, ce qui fait que justement, quand le parent va dire maintenant on mange, eh bien, il ne sait pas que l'autre est au plein milieu d'un jeu, que c'est très important pour lui, et on va arriver à des crises alors qu'elles auraient pu être, on va dire, avortées en amont, c'est-à-dire de ne pas avoir justement, par l'anticipation, cette problématique au moment où elle se pose. Donc, c'est aussi associer les écrans à la durée, hein, à ce temps qui passe. Et là, pour les enfants de 7 à 13 ans, on peut commencer vraiment à le faire, même si on a su anticiper entre 4 et 7 ans. Mais forcément, si on avait des enfants dans notre cabinet dès la naissance jusqu'à 13 ou 18 ans, ce serait très simple peut-être de grandir avec ça. Mais souvent, on a un enfant qui arrive entre 7 et 13 ans, qui peut être en difficulté, ou un plus jeune, ou un plus âgé. Et là, effectivement, on est un petit peu embêté parce que ben voilà, on n'a pas l'enfant dans son historicité complète. Donc, il va s'agir de combler les trous pour comprendre, en fait, pour quelles raisons l'enfant en est arrivé là à ce moment donné. Mais bon, oui, vas-y.
Et puis surtout, quand on a été trop loin dans les mauvaises pratiques et que là, tu as des enfants de cet âge qui sont dans leur chambre, hein, et qui abusent du temps parce que le cadre n'a pas été bien délimité, comment on peut reprendre les choses un petit peu en main? J'imagine la communication est très forte dans tes conseils. J'imagine qu'il faut en reparler, remettre sur la table. Alors, la communication est essentielle, la création de liens, mais c'est clair que si le lien était, on va dire, coupé un petit peu par justement l'utilisation de ces objets numériques, ben, c'est un peu compliqué. Moi, je crois qu'il ne faut jamais oublier que derrière tout enfant se cache un adulte, hein. L'enfant, il n'est pas tout seul, il ne vient pas tout seul dans le cabinet, il n'a pas développé, on va dire, cette façon d'utiliser les écrans tout seul, hein. Et il s'agit de rééduquer souvent l'ensemble de la famille. C'est un petit peu comme quand on va dans une entreprise avec une situation compliquée, hein. Il ne faut pas seulement intervenir sur le collaborateur, mais il faut aussi intervenir sur l'organisation à un moment donné. Ben, c'est un petit peu la même chose. L'enfant, on va dire, n'est pas tout seul, ne s'invente pas tout seul, ne se crée pas tout seul. Et il va s'agir de rééduquer peut-être le grand frère aussi, qui visionne des choses un petit peu trop violentes devant le petit frère, ou bien le parent qui justement ne sait pas poser de limites, ne sait pas gérer le temps, ne s'intéresse pas en fait à ce que l'enfant fait sur ses écrans. Mais voilà, rééduquer un petit peu toute la cellule familiale pour lui permettre, on va dire, d'évoluer positivement vers une utilisation consciente des objets numériques. Parce qu'il ne s'agit pas d'interdire. Interdire, on va dire, c'est contre-productif, mais il s'agit d'accompagner tous les acteurs autour de l'enfant pour qu'il soit conscient de ce qui lui fait du bien et de ce qui est de trop. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment essentiel. Vous savez, un enfant, si vous lui proposez de jouer avec lui, hein, il posera son ordinateur, il viendra jouer, hein. Même s'il est plongé dedans, à un moment donné, il sera curieux, il viendra. Parce qu'il est dans le lien social. Il a besoin de cette interaction sociale pour grandir. Donc, on va dire, il va y aller d'office. Mais il faut des fois un petit peu le motiver. Il faut lui montrer qu'on a envie, qu'on ne fait pas ça non plus que pour lui interdire quelque chose. Donc, réserver à nouveau, segmenter ses temps d'écran, ses temps de jeu, ses temps de complicité, ses temps d'hygiène, hein, aussi, parce que forcément, un enfant qui est tout le temps devant les ordinateurs, il aura aussi un petit peu moins d'hygiène. On a parlé beaucoup de sommeil, d'alimentation, etc., mais aussi l'hygiène, hein, chez les ados, je peux vous dire, les ados qui sont constamment sur leur ordinateur, souvent oublient de passer par la salle de bain. Donc voilà. Et puis, dans cet âge de 7-13 ans aussi, plutôt que de proposer peut-être un portable ou une tablette numérique, eh bien, proposer un simple appareil de photo, hein. Ça peut être intéressant, l'appareil photo. Et ça, c'est adapté à son âge. Et avec l'appareil photo, effectivement, vous allez avoir des photos qui ne seront pas comme les vôtres, hein, qui reflèteront en fait sa vision du monde à lui, hein, souvent de façon de plus petite taille, hein, donc il va avoir un champ de vision beaucoup moins, on va dire, élargi que le vôtre. Mais ça va lui permettre justement de pouvoir aborder l'importance de l'image. Quand est-ce que je prends des photos? De qui je prends des photos? Pourquoi? Et sachez que l'image est très importante, hein, avec les réseaux sociaux, hein, puisqu'on sait aujourd'hui que les likes sur les réseaux sociaux actionnent le circuit de la récompense et du plaisir. Ce qui va motiver aussi les ados, les jeunes enfants à regarder, à essayer d'obtenir le plus de likes, hein. Et là, on est dans de l'addiction que tu as cité tout à l'heure, Caroline. Effectivement, les likes motivent cette dopamine et vont justement motiver l'enfant à toujours plus solliciter ces réseaux sociaux pour vivre. On est d'accord là, Nathalie, que pour le 7-13 ans, à la limite, moi je ne suis pas maman, donc, mais j'imagine que 7-13 ans, de toute façon, les médias sociaux, là, c'est un peu à proscrire, non? Justement pour ces raisons bien sûr, de dopamine et de… Ouais, je te ferai suivre justement une charte qui est très importante. C'est ce que je disais. J'ai dit bien respecter les âges pour chaque enfant, hein, sachant qu'après un enfant, il peut aussi être un peu plus mature qu'un autre, hein, donc là, il va s'agir aussi de s'adapter en tant que parent et d'harmoniser tout ça pour rester dans l'équilibre. Et puis, le bénéfice de l'enfant, hein, qu'est-ce qu'a l'enfant à gagner, en fait, à aller sur les réseaux sociaux, hein? Qu'est-ce que ça peut lui amener? Voilà, c'est ça. Mais effectivement, entre 7-13 ans, bien sûr, les réseaux sociaux sont à proscrire parce que, justement, pas adaptés. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de faire peut-être un petit peu de la psychoéducation avec les enfants et avec les parents. À savoir que par cet appareil de photo que je citais tout à l'heure, eh bien, on va pouvoir aborder le droit à l'image, le droit à l'intimité. Qu'est-ce qu'on met ou qu'est-ce qu'on ne met pas? Qu'est-ce qu'on montre ou qu'est-ce qu'on ne montre pas? Qu'est-ce qu'on prend en photo? Qu'est-ce qu'on ne prend pas en photo?
hein. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intimité ou de l'ordre du partage? Et là, on voit aussi que justement, ça va nous permettre de faire évoluer l'enfant avec toujours cette communication intrafamiliale, cette communication parentale et avec l'enfant pour le rendre complice, on va dire, de cette démarche, hein. Parce qu'en fait, on va dire, si je commençais à vous citer toutes les études, il y en a pratiquement une chaque jour, hein, qui sort sur la problématique ou les bénéfices. Donc, où se situer, comment on fait? Je dirais que tout le monde n'est pas encore vraiment d'accord sur toutes les conséquences qu'on a par rapport à ces réseaux sociaux. On le saura dans bien plus tard, mais c'est un petit peu le même débat qu'il y avait par rapport à la télévision à l'époque. Alors, tout a été moins vite, mais est-ce qu'on a la télévision? Est-ce qu'on l'a pas? Est-ce qu'on la regarde tard? Est-ce qu'on la regarde pas? Etc. Est-ce qu'on doit la regarder près ou loin? Vous voyez, y avait déjà ce débat-là, sachant qu'aujourd'hui, on va dire, on est dans une vitesse grand V des développements. On sait que la télévision va certainement disparaître. D'ailleurs, nos jeunes ne regardent plus la télévision. Ils sont sur YouTube, ils regardent beaucoup de choses. Ils sont sur TikTok ou d'autres jeux et ont d'autres partages. Mais c'est pas pour ça qu'il faut en avoir peur. Il faut apprendre justement à décortiquer et à connaître on va dire ces techniques-là de communication. Ensuite, il y a cette troisième catégorie qui sont les 13 ans et plus. Les 13 ans et plus qui sont justement plus grands, hein, qui ont d'autres influences aussi avec leurs amis, avec leurs copains, hein, et avec qui on va devoir avoir un autre discours. Alors, c'est clair que si on l'a eu depuis tout petit, puis qu'on a adopté, on va dire, le fait de ritualiser le temps des écrans, de savoir segmenter l'écran plaisir de l'écran travail, etc., on n'aura pas tellement de difficultés à le faire comprendre à un enfant de 13 ans et plus. Mais souvent, malheureusement, quand j'interviens, c'est un petit peu comme pompier. Donc, l'enfant de 13 ans, il a cette problématique-là, et puis il va falloir discuter avec lui de la raison pour laquelle, justement, il a choisi, on va dire, de s'investir autant dans les réseaux sociaux, de s'investir autant sur les chaînes YouTube, ou même peut-être de créer sa chaîne YouTube, pour peut-être même encore gagner de l'argent, hein, parce qu'il y a aussi cette thématique-là qui est abordée en cabinet. Je me rappelle d'un enfant que j'ai suivi qui gagnait sa vie plus que son père l'a jamais gagné, avec justement une émission qu'il avait créée sur YouTube. Il était reconnu comme une star par ses pairs, hein, mais en même temps, les parents étaient très désespérés parce qu'il était déscolarisé, ils ne savaient pas quoi faire. Mais en même temps, qui sommes-nous pour lui dire d'arrêter cela, alors que justement, ça lui permettait d'avoir peut-être une reconnaissance. Donc, je pense que c'est aussi garder le fait qu'il faut donner, tant que l'enfant a le goût de l'échange dans ce qu'il fait, donc qui va faire travailler sa créativité, on va dire, on n'est pas trop inquiet. Hein. Vraiment, l'inquiétude, elle survient quand l'enfant va commencer à s'isoler, hein, à être seul et à ne plus entendre, on va dire, ce qui se passe autour de lui. Et c'est là, en fait, où il faut vraiment arriver à comprendre quel enfant on a en face de nous. Parce qu'on peut avoir effectivement cet enfant qui vient parce qu'il a une stratégie. Moi, quand j'ai accueilli cet enfant, il avait une réelle stratégie d'entrepreneur. Hein. Il était très clair dans ses objectifs, il était très posé. Donc, de quel droit je serais arrivée à lui dire, écoute, tout ce que tu fais, t'es faux, moi, j'en sais rien. Hein. Mais en même temps, peut-être arriver à orienter, justement, à segmenter et à ritualiser peut-être ces temps d'écran pour que lui puisse peut-être aussi continuer de s'épanouir dans ses apprentissages à l'école et puis ses liens sociaux qu'il peut développer. Mais en fait, ce n'était pas forcément un des enfants les plus malheureux que j'ai rencontrés dans mon cabinet. Donc, je disais, acheter des réveils pour ces enfants-là, enfin pour cette catégorie d'enfants-là, couper le Wi-Fi aussi, hein, la nuit, surtout la nuit, parce qu'on serait surpris de voir combien la nuit, on va dire, est sujette d'échanges dans les conversations de nos enfants. Donc, si on n'a pas sorti, on va dire, l'objet numérique de la chambre, en tout cas, couper les Wi-Fi, pour justement pas avoir la copine qui est en détresse à 2 heures du matin, qui est parce que son copain lui a dit quelque chose, etc. Et puis devoir avoir son enfant qui a servi toute la nuit d'évaloir, on va dire, en tout cas de sauveur pour cette personne, pour cet enfant-là. Donc vraiment couper, on va dire, l'accès à l'extérieur et jouer le jeu aussi, nous, en tant qu'adultes. Hein. Mais en même temps, jouer le jeu en disant bien qu'effectivement, nous, on a des temps d'écran de travail, hein, et surtout pour les 13 ans et plus, parce qu'ils ont aussi des temps d'écran de travail. Ouais. Hein. Ils doivent aussi chercher des choses pour leur travail à l'école, sur les écrans, et là, c'est très utile. Donc, OK, tu es dans ton temps d'écran de travail, OK, tu as le droit à un temps d'écran de plaisir,
Et puis, tu as le droit à un temps d'écran de partage, peut-être, hein, avec peut-être une vidéo YouTube qu'on se partage avec l'enfant. On lui dit, regarde, le chat. On sait que les vidéos de chats sont très regardées, hein, qui sautent par là, etc. Voilà. Donc, ça, on peut avoir un partage. Et puis, on peut se raconter aussi ce qu'on a vécu pendant la journée au travers de cet écran, au travers de ce partage. Toujours, donc, aussi avoir la curiosité de ce que l'enfant, lui, peut avoir comme intérêt, hein, sur les écrans, savoir s'il est acteur dans un jeu, ou s'il est acteur, est-ce que c'est lui qui tire sur tout le monde, ou est-ce que c'est lui, au contraire, qui se fait descendre tout le temps. Vous voyez, on n'a pas la même position quand on est peut-être à une place ou l'autre dans un jeu de rôle sur Internet. Donc là, c'est, je disais, hein, acheter des réveils et puis savoir aussi apprendre, en tout cas, à gérer ces nouveaux réseaux sociaux qui risquent d'apparaître justement dans cette tranche d'âge des 13 ans et plus, savoir refuser des amis, hein, savoir gérer ses amis, pour quelles raisons on accepte un ami, on en refuse un autre, est-ce qu'on a besoin de se justifier par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut détecter l'imposteur, etc. Hein, et là, c'est qui intervient, Nathalie? Parce que les parents, ils sont souvent très mal lotis, non, pour donner ce genre de conseils. Bah, je crois que c'est vraiment de la psychoéducation. On ne met pas le volant d'une voiture dans les mains d'un enfant comme ça. On ne met pas une bouteille d'alcool dans les mains d'un enfant à 6 ans, quoi. Donc, on apprend les choses. Et nous, en tant que parents, on a cette responsabilité-là de pouvoir peut-être transmettre aussi certains dangers, au même titre que les dangers de la route, hein, pour que nos enfants, en fait, prennent conscience petit à petit du monde dans lequel ils vont devoir justement évoluer et devoir apprendre à vivre. Donc ça, c'est très important. Oui. Comme justement la plupart, souvent on voit dans les reportages, c'est souvent les enfants qui sont bien en avance sur les parents et c'est la raison pour laquelle ils font appel à des personnes comme toi pour leur donner des clés, j'imagine, parce que justement, eux, ils sont dépassés. L'éducation, c'est presque les enfants qui peuvent la faire aux parents par rapport à tout ça. Donc, oui. Oui, mais en même temps, déjà là, on est dans un partage. Quand le parent appelle son enfant pour lui dire, écoute, j'arrive pas, on est déjà dans un partage, on est dans une interaction, on est dans la création du lien. Et je pense que ça, c'est essentiel. C'est garder cette notion de partage, ne pas laisser l'enfant seul face aux écrans, seul face à l'information, seul à ce qu'il pourrait justement découvrir. Parce que dans cette dernière tranche d'âge, il y a aussi toute la pornographie, hein. Qui est à aborder avec les écrans. Donc, il va falloir justement aborder ces sujets. Avant, on les abordait peu, on avait un petit peu peur. On est d'une éducation peut-être où justement, on n'a pas pu vraiment partager ce genre de choses-là avec nos parents. Mais aujourd'hui, il s'agit vraiment de ne pas faire l'autruche et d'être conscient des enjeux pour que nos enfants, en fait, comprennent ce à quoi ils doivent faire face. Hein. Une jeune fille peut-être de 13 ans qui tout d'un coup fera une vidéo sur TikTok, qui n'a pas d'attention malveillante, mais qui va peut-être avoir un habillement pour imiter sa star favorite, eh bien, lui faire comprendre que peut-être justement, hein, l'intimité, le partage n'est pas forcément adéquat d'une certaine manière sur les réseaux sociaux, en ne sachant pas qui est derrière. Donc voilà, c'est pour ça que je disais cet apprentissage aussi du droit à l'image, hein, de qui je suis, cette préciosité de mon identité, comment est-ce que je la partage avec l'autre, apprendre cette campagne de communication que je vais avoir avec les réseaux, apprendre à gérer tout ça. Alors, on pourrait le faire à l'école. Hein. Mais c'est ce que j'allais te dire. Très exactement. Volontiers, hein. Ouais. Très volontiers. Bah, ça me semble tellement, les enjeux sont tellement importants que ça devrait être il y a à une certaine année, est-ce que c'est 12-13 ans, mais obligatoire d'avoir une sensibilisation effectivement aux écrans. Alors, il y a des sensibilisations, il y a notamment, je vous donnerai après, il y a actioninnocence.org qui est très connu justement pour faire cette sensibilisation dans les établissements scolaires, mais je dirais, ça reste encore trop timide. Hein. Il faudrait vraiment accentuer cela et surtout prendre les parents. Parce qu'il est essentiel de comprendre qu'en fait, l'enfant, à la limite, quand il est à l'école, oui, il a cet objet numérique qui est dans son cartable, mais à un moment donné, il va devoir être seul. Lorsqu'il rentre seul à la maison, qu'est-ce qui se passe de cet objet numérique? Là, on n'aborde pas vraiment encore les problèmes de harcèlement, hein, mais il va y avoir des possibilités d'harcèlement justement sur des groupes WhatsApp, hein, WhatsApp qui tournent jour et nuit. Hein. C'est pas comme si on se faisait embêter à l'école et on rentrait chez eux, on avait un temps de répit. Hein.
c'est qu'en fait, on va continuer, si on est le harcelé, à se faire harceler jour et nuit pour arriver à l'école complètement démoli. D'accord? Donc, si on regarde des messages qui peuvent avoir des fois 140, 240 messages pendant toute une nuit sur un groupe WhatsApp d'une classe, c'est juste fou. Hein, d'accord? Donc, comment, et souvent avec le seul sujet de pouvoir dire justement il est nul, non, il est ça, etc. En fait, des choses qui sont de dévalorisation et d'humiliation d'une personne ou d'un élève qui est sur ce groupe. Puis après, si l'élève part, est-ce qu'il ne se désocialise pas? Est-ce que voilà, il y a toute cette problématique-là. Et puis moi, j'ai eu accès à des messages qui m'ont profondément choquée. Hein. Des menaces très, très, très violentes entre enfants de 13, 14 ans, vraiment d'une violence rare. Donc là, il faut aussi avoir conscience de ça et surtout une démission, souvent, quand même, des institutions en disant, bah, tant que ça ne se passe pas dans le préau de l'école, hein, nous, ça se passe en dehors, ce n'est pas trop notre problème. Donc voilà, être vigilant par rapport à ça, avoir un droit de regard sur ce que font nos enfants, prendre le temps du droit de regard, nous faire expliquer les choses. L'enfant, bah, il doit aussi comprendre qu'il y a ce risque-là et que nous, on est juste en train de le sécuriser, de le protéger et de le reconnaître aussi dans le fait qu'il évolue. Donc, on n'est pas dans le même droit de regard avec un enfant de 7 ans qu'avec un enfant de 13 ou plus. Hein. Forcément, il y a cette intimité aussi de discussion qu'il va avoir. On sait aussi aujourd'hui que les enfants téléphonent pratiquement plus, hein, que la majorité de la communication en fait se passe par message. Donc là aussi, peut-être respecter ça. Ok, tu as des messages, mais alerte-moi si vraiment il y a quelque chose qui se passe pas. Puis là, donner un temps clair. Tu peux parler pendant ce temps-là, mais au-delà de ça, eh bien, le portable est ailleurs. Il n'est pas justement possible de l'utiliser. Donc là, oui. Et c'est là où on voit la limite, c'est que, on en parlait en préparation, c'est que s'il y a un cadre éducatif en sortant de la notion d'écran, hein, c'est très difficile de l'appliquer à l'écran lui-même. C'est-à-dire quelqu'un qui a pratiquement pas de communication avec son enfant, et qui culpabilise pour raison XY et qui a envie de le laisser faire un peu ce qu'il veut parce que ça l'arrange aussi. Comment tu reprends les rênes? Tu peux faire appel à des personnes comme toi qui, effectivement, avec des consultations, peut amener un cadre peut-être qui n'est pas là. Mais même à la limite, le suivi doit être assez difficile, tu vois, quand les conditions ne sont pas… Moi, souvent, je dis souvent, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est vrai que sans prise de conscience de l'adulte, je pense que le travail est très complexe. Je pense qu'il y a vraiment une porte essentielle à aborder avec l'adulte, le responsable en fait de l'enfant, sans le culpabiliser, parce qu'on est tous un petit peu démunis par rapport à tout ce qui se passe. On vit aussi une situation sanitaire exceptionnelle avec voilà, des capacités d'adaptabilité diverses chez chacun, des capacités de résilience et de transformation diverses chez chacun. Donc, il va falloir aussi prendre en compte en fait toute cette nouvelle dimension qui nous est offerte, mais la prendre aussi peut-être comme une nouvelle opportunité de faire rentrer en fait ce numérique dans le quotidien de la famille d'une certaine manière, justement en gardant le lien, en créant ce lien, en respectant peut-être des plages aussi d'échange avec nos enfants. Je parlais des plots tout à l'heure. On sait aujourd'hui que partager ne serait-ce qu'une demi-heure de Jenga, hein, ce jeu où on fait des pyramides et on retire les plots pour que la pyramide tienne, avec son enfant, participe justement à garder, à consolider le lien avec son enfant. Donc ça, on peut le faire à tout âge. Hein, c'est pas non plus se consacrer 3 heures. De toute manière, si vous demandez à un adolescent de jouer avec vous pendant 3 heures, il va vous dire bon, t'es sympa, mais bon, voilà, j'ai peut-être autre chose à faire. Et c'est tant mieux. Hein, parce que l'adolescent, à nouveau, il n'est pas à prendre comme un enfant de 7 ans. Mais à nouveau, si on aura fait grandir, on va dire, cet enfant avec cette conscience que j'ai évoquée juste précédemment, on va arriver avec un enfant qui n'aura pas de difficulté justement à rentrer en lien avec l'autre. Hein. On s'inquiète, on va dire, de l'enfant qui pense à jouer tout le temps, qui pense à tout le temps être sur l'écran. On s'inquiète de l'enfant qui va s'isoler. Hein, je l'ai dit. On s'inquiète de l'enfant qui a besoin de passer de plus en plus de temps. On s'inquiète de l'enfant qui se fâche si on lui dit d'arrêter. On s'inquiète de l'enfant qui ment s'il dit qu'il n'a pas joué, mais en fait, on sait qu'il a joué. On s'inquiète de l'enfant qui ment sur le temps
qu'il a passé sur les écrans. Voilà, donc il y a vraiment des repères aussi qui nous permettent de savoir si l'enfant est dans une construction, une créativité au travers de l'utilisation de l'écran, un partage peut-être aussi de liens qu'il est en train de faire, parce que voilà, bah, c'est un outil qui est là à disposition pour lui, et souvent, comme tu l'as dit, il sait mieux l'utiliser encore que son propre parent. Et là, en fait, il va s'agir d'affiner, on va dire, toute cette historique qu'il peut avoir avec les écrans. Et puis, comme tu le disais, on est tous contents d'avoir un adolescent ou un enfant qui sait mieux, on va dire, mettre en marche le dernier portable qu'on vient de s'acheter. Hein. Parce que souvent, lui, il est là, bah, écoute, fais comme ça, il va aller très, très vite. Mais il faut savoir qu'en fait, que tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est au travers des jeux, on le fabrique. D'ailleurs, Wikipédia en est l'exemple. Hein. On peut aller changer les choses de Wikipédia comme on veut. Hein. La connaissance se fabrique. L'ordre du livre ou du partage qu'on peut avoir avec notre enfant, bah, ça, c'est du réel. C'est quelque chose de concret. Donc, aussi apprendre ça à l'enfant, que tout ce qui est sur Internet est vaste et il va s'agir de déterminer ce qui est bon pour moi ou ce qui ne l'est pas. Hein. Et probablement aussi, ce que l'on peut voir, c'est que peut-être, c'est ce que je fais aussi dans mes ateliers, notamment celui sur le cerveau vert et le cerveau rouge. Des fois, je dis, il n'est pas toujours nécessaire d'aller désherber, on peut aussi arroser les belles fleurs. Et l'analogie que je fais là, c'est aussi, pourquoi pas mettre beaucoup d'accent sur les activités psychomotrices, tu vois, ou la marche, ou tout ce qui est en mouvement, pour justement un peu se désengager de toujours cette sédentarité et tout ça. Et c'est vrai qu'en Suisse, notamment, on a la chance, les gens sont beaucoup à l'extérieur. Hein, il y a quand même une culture de la montagne, tu vois, des choses comme ça. Donc ça peut peut-être permettre aussi qu'il y ait moins de dégâts, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que d'apprendre à nos enfants à se mouvoir, à bouger, bah, fait partie d'une chose essentielle. Je dirais pratiquement toutes les méthodes de développement personnel passent par la corporalité. Hein, à un moment ou un autre. On préfère au début revenir à la corporalité justement pour pouvoir se dynamiser en toute liberté, avec responsabilité, vers plus de dignité en fait de nous-mêmes et la construction de notre identité. Donc oui, bien sûr, c'est essentiel de pouvoir inviter notre enfant à découvrir son environnement, hein, parce que l'environnement et le contexte va déterminer le comportement qu'il va adopter. Hein. Et à nouveau, de l'environnement et du contexte, si on est dans un environnement, si l'enfant baigne dans un environnement et un contexte silencieux, sans partage, bien, il va commencer peut-être à faire des crises pour évacuer. Hein. Il va commencer à mal gérer peut-être ses émotions et à les adapter au contexte qui lui est proposé. Pour se faire entendre, il est obligé peut-être de se manifester d'une autre manière. Donc là aussi, je pense que c'est essentiel en fait de laisser cette part aux parents de conscience. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler avec le parent aussi sur cette thématique, à savoir l'environnement et le contexte va déterminer le comportement. Et ensuite, vous allez pouvoir, sur ça, construire des valeurs, sur ça, donner un sens à l'existence de l'enfant, lui donner un sens et peut-être une quête justement de ce qu'il a envie d'être, lui, en tant qu'identité propre, différente de vous-même. Cette construction de lui-même qui aujourd'hui va être plurielle. Hein, on le sait, il ne faut pas être étonné si nos enfants nous parlent d'être d'abord médecin et coordonné ensuite, parce qu'il va certainement devoir se réinventer plusieurs fois dans le courant de sa vie. Donc, c'est cette adaptabilité, mais c'est aussi, on va dire, par le fait d'interdire l'outil ne lui donnerait pas suffisamment de chance pour s'adapter au monde de demain. Donc, il faut vraiment, vraiment lui donner cette chance de comprendre l'outil, hein, de l'intégrer comme un plus pour lui, mais de savoir justement le segmenter et de pouvoir ritualiser justement ces moments de partage avec son outil pour qu'il puisse progresser aussi et évoluer. Super. Et comme tu as vu pas mal de familles passer chez toi notamment et que tu leur as donné des clés, tu as vu des choses qui fonctionnaient assez bien. J'ai bien aimé en préparation, tu me disais par exemple, quand on dit à l'enfant, mais voilà, à telle heure, tu vas devoir arrêter, de conscientiser une sorte de sas de sécurité, quoi. Tu me disais, parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas juste l'arrêter en plein milieu du jeu, ça va faire exploser la frustration. Donc, des choses comme ça qui pourraient être utilisées par les parents qui nous écoutent, des clés qui fonctionnent assez bien pour recadrer un petit peu s'il y a eu un petit peu du lest.
Moi, je crois qu'il faut déjà établir ou rétablir la confiance entre l'enfant et le parent. Parce que souvent, la confiance, ben, elle ballotte un peu, quoi. Donc, c'est vraiment peut-être par des petits contrats de confiance, rétablir ce lien avec le parent et avec l'enfant. Je pense que ça, c'est important. Qu'est-ce que tu serais capable de faire, toi, maintenant qu'on sait que justement, il y a une situation qui ne peut pas continuer comme ça. Donc, qu'est-ce que toi, tu suggères? Hein? Comment est-ce que tu penses qu'on peut mettre ça en place? Hein? Donc, vraiment poser des questions qui sont de l'ordre de la construction de solutions. Hein? C'est pas pourquoi tu joues autant, mais qu'est-ce que tu fais, etc. C'est très culpabilisant et l'enfant va botter en touche et va pas forcément s'investir dans une réponse qui va vous permettre d'évoluer. Donc, c'est de nouveau créer du lien par la communication, ça on l'a vu, par le questionnement ouvert, hein? Respecter aussi l'alternance, ben voilà. Toi, tu fais à un moment donné ton jeu, puis ensuite, on fait peut-être le repas ensemble, ou tu mets la table, ou tu vas à la salle de bain. Hein? C'est vraiment ça. Donc, les contrats de confiance aussi, je l'ai dit. Accompagner l'enfant, s'intéresser à lui, valoriser aussi ce qu'il fait sur cet écran, hein? Quand on partage, etc. Et je disais, être curieux, hein? Associer aussi toujours les écrans à la durée. Je crois que ça, c'est la chose la primordiale et qui est la plus difficile à mettre en place. La plus difficile parce que justement, si on n'a pas connaissance du jeu en tant que parent, ben, c'est très difficile de mettre une durée, hein, parce que l'enfant peut nous balloter là à nouveau et il va utiliser cette faille-là. Donc, c'est vraiment se réapproprier ce temps. Hein, et nous aussi le respecter pour nous-mêmes, à savoir que si on est sur Netflix à un moment donné, parce que ça fait partie aussi des écrans, hein, se dire que ce serveur qui va être d'une intelligence très poussée pour justement nous proposer d'autres choses à la suite pour se dire voilà, on peut sauter d'une série à l'autre ou d'un film à l'autre, et bien savoir se dire ok, on a consacré 1 heure et demie à ça, un partage dans la vision d'un film, le visionnage d'un film avec l'enfant, mais on ne consacre pas plus. On arrête à un moment donné, on ne commence pas à zapper. Donc, je pense que ça, c'est tout aussi des petites indications que vous donnez à l'enfant que les choses changent. Puis ensuite, c'est établir aussi un programme clair hein, sur l'emploi du temps familial et personnel de chacun, à savoir si peut-être on peut motiver un ordinateur central pour la famille, savoir qu'effectivement, le grand frère, il aura tant de temps parce qu'il a ses études à faire, puis ensuite, il partage, il sera peut-être debout un petit peu plus tard, donc il pourra faire son jeu, mais il ne le fait pas à 4 heures quand le petit rentre à la maison et puis est possiblement attiré par l'ordinateur pour justement regarder ce qu'il est en train de faire avec des choses assez violentes à l'écran. Donc, c'est vraiment savoir aussi à nouveau contextualiser, on va dire, toute la dynamique. Je l'ai dit, valoriser, parce que ça c'est très très important. Je donne aussi de dire que ressens-tu toi en tant qu'enfant face à cette image? Comment est-ce que tu t'es senti quand j'ai arrêté peut-être, hein, on reparlait après l'émotion, si tout d'un coup il y a la frustration par rapport à l'arrêt ou à la prise des mains de l'ordinateur ou de la tablette, qu'est-ce qui s'est passé pour quelle raison toi tu as explosé comme ça? Qu'est-ce qui fait que, est-ce que la prochaine fois on pourrait faire mieux? Dis-moi ce qui pourrait te convenir parce que moi je ne comprends pas ce qui s'est passé là. Hein? Oui, vas-y. On voit que c'est vraiment multidimensionnel et très intriqué hein, et que avoir une discussion pareille autour de la table avec toute la famille pour dénouer chaque chose, ça ne doit pas être simple. Hein. Ça ne doit pas être simple. Et puis à nouveau, moi, je ne veux pas voir non plus les écrans comme des ennemis parce qu'ils peuvent être partenaires d'un bon fonctionnement familial. Pas toutes les familles hein, sont confrontées à cette problématique des écrans. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai décidé d'étendre aussi justement cette dynamique en cabinet parce que je me rendais compte que par rapport aux situations toxiques que je gère la plupart du temps, bah, souvent, hein, l'enfant va avoir un report sur les écrans. Et va s'évader d'une certaine manière sur ces écrans-là. Donc, il s'agit aussi de comprendre qu'en fait, que l'enfant qui est face à son écran toute une journée, toute une nuit, ou qui va se relever justement pour faire ça, c'est qu'à un moment donné, je disais, derrière l'enfant, il y a un adulte, et puis il va s'agir de rééduquer l'adulte pour qu'il comprenne aussi les enjeux qui se passent. C'est pas juste, ah, mon enfant est derrière les écrans, je sais plus quoi faire. Non, c'est vous qui êtes là au quotidien avec votre enfant. Je ne suis pas en train de vous culpabiliser, mais juste de vous responsabiliser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il buvait de la vodka toute la journée, est-ce que vous vous posez rien la question de ce qu'il faut faire? Je dis ça, mais en même temps, quand on laisse l'enfant devant des jeux qui actionnent ou des réseaux sociaux qui motivent des likes, c'est comme si on ouvrait le bar complet à son enfant. Hein. On lui dit, serre-toi. Hein.
vodka, gin, ce que tu veux. Donc, c'est exactement les mêmes circuits qui sont actionnés dans le cerveau. Et c'est là aussi qu'il faut, à un moment donné, conscientiser le parent pour qu'il se rende compte, en fait, de ce qui est en train de se passer. Et grâce à certaines bonnes émissions, notamment en Suisse, mais j'imagine aussi en France, sur le sujet, je pense que la sensibilisation a bien évolué sur ces aspects-là. Les parents se sont rendus compte notamment de l'impact sur la formation du cerveau, ce côté addictif. Parce qu'au début, c'était un petit peu, tu vois, on n'avait pas encore les recherches, les données et tout ça. Et je pense que du coup, on a laissé un petit peu couler les choses parce qu'on ne connaissait pas vraiment l'impact. Donc là, je pense qu'il y a un beau travail quand même avec le journalisme qui a avancé sur ça. Et j'imagine qu'il y a aussi des livres et des sites que tu peux nous conseiller pour que les parents continuent à s'éduquer eux-mêmes sur ces sujets-là. Tout à fait, effectivement. Moi, j'aime beaucoup le site de pédagogeux.fr, qui est un site français, mais en même temps qui permet justement d'expliquer les jeux vidéo aux parents. Parce que là, en fait, je trouve souvent une impuissance devant la multiplicité en fait de l'offre. Et c'est très compliqué pour les parents de savoir ce qui est adapté ou pas à un enfant, et pour moi-même, je l'avoue. Donc, à consulter, on va dire, sans modération pour le coup. J'aime beaucoup les théories de Serge Tisseron, qui se retrouve en fait sur le 36912.org, dont je m'inspire vraiment très régulièrement. Et puis actioninnocence.org, qui est très active justement, on va dire en Suisse romande, dans la prévention et la mise en alerte, on va dire, de certaines problématiques liées au TIC, liées justement à toutes ces nouvelles technologies d'information et de communication. Et puis savoir justement, j'évoquais tout à l'heure qu'avec cette toxicité évoquée, je pense que nouveau, si l'enfant se plonge dans cet écran, il y a forcément quelque chose à comprendre de l'univers familial. Je pense que c'est vraiment là qu'il est important de vraiment comprendre. Et puis, l'excès, on va dire, n'est pas forcément la pathologie. Donc ça, il faut aussi le savoir. C'est pas parce qu'un enfant est excessif qu'il est atteint pathologiquement d'addiction, mais on va pouvoir essayer peut-être de comprendre la raison de cet excès. Et puis pour terminer, vraiment, de toujours se poser la question en quoi l'activité sur l'écran est créative et ou socialisante. Et c'est là, en fait, où je vais pouvoir situer, on va dire, mon curseur pour savoir si, en tant que parent, je dois agir et m'inquiéter, ou si, en tant que parent, je peux simplement, justement, dire, écoute, là, tu y es un peu trop, je comprends bien que pour toi, tu as développé ça, mais essayons peut-être de cadrer au niveau temporel ce qui se passe. Donc, ne jamais proscrire, expliquer, garder le lien, ne pas prêter son portable non plus, ça on n'a pas eu le temps vraiment de l'aborder, mais notre portable n'est pas un jouet. Donc si on le dit bien, on le signifie bien à l'enfant dès le départ, il va comprendre que son portable n'est pas un jouet. Mon portable n'est pas le tien, je peux te montrer des choses, mais ensuite le reprendre pour justement ne pas avoir après à gérer le fait de devoir enlever le portable pour pouvoir l'utiliser pour nous. Et puis vraiment adapter ces outils aux âges des enfants, à leur capacité de compréhension. À nouveau, je citais en début de propos cette jeune maman qui mettait un portable accroché sur le maxi-cosy, cette espèce de petite chose pour transporter le nourrisson, accroché avec des images devant l'enfant. À quoi ça sert? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de faire? Qu'est-ce que je suis en train de démontrer à mon enfant? Qu'est-ce que je suis en train de lui faire comprendre? Et là, en fait, est vraiment la discussion avec le parent et c'est vraiment important, en tout cas, d'en parler de plus en plus, comme on le fait ce soir, Caroline, et je te remercie de ce temps de parole, justement, pour développer ce sujet. Merci à toi de partager toute cette expertise et toutes ces clés. Tu nous as bien résumé, tu nous as refait un résumé de ce que tu avais passé en revue pour les 3 groupes notamment. Et effectivement, je retiens bien cette notion de cadre de temps et de communication et beaucoup la créativité, j'aime beaucoup aussi. Quelle est l'intention derrière cette consommation d'images et est-ce que c'est juste, voilà, ou est-ce que derrière, ça nourrit quand même une certaine créativité et ça permet aussi une discussion, un échange avec les parents? Ça peut être un support et pas une fin en soi, mais un support et un moyen. Mais ça reste quelque chose qui est très stimulant et qui, du coup, est addictif. Donc, il faut trouver le bon équilibre.
Et surtout pas effectivement le proscrire parce que c'est un magnifique outil pour plein de choses. Moi, j'adore. Moi qui ai travaillé beaucoup à l'étranger, ben, ça me permet de rester en contact avec des personnes du monde entier. Et il faut savoir être vigilant et effectivement garder, et tu parlais beaucoup d'un usage en conscience. Et comme pour tout, hein, comme cette vie qui nous sort de nous, où on court à droite, à gauche, où on fait, où on enchaîne, ça ramène en plus encore un autre niveau de stimulation. Et la beauté de tout ça, c'est que souvent je dis, ben, ça nous oblige à s'auto-déterminer, c'est-à-dire à se dire, ben, oh là là, il y a tout ce fatras là. Finalement, qu'est-ce que je veux au plus profond? Qu'est-ce qui est important versus secondaire? Et on Qu'est-ce que je veux transmettre, hein? En tant que parent, qu'est-ce que je veux transmettre à l'enfant? Quelles sont les valeurs en fait que je veux mettre dans mon existence, dans ma parentalité, pour que justement je puisse mener ce petit homme à l'âge adulte, hein. C'est vraiment là, et tu résumes ça très bien. Et puis justement pour toutes les familles aussi, on va dire dans la toxicité, hein, des relations, et savoir que cet outil va devenir un enjeu majeur, hein. Lorsque l'enfant va voyager d'un foyer à l'autre, souvent on voit que les politiques de communication ne sont pas les mêmes, et que là, en fait, les enjeux à nouveau sont immenses. Donc c'est important en tout cas de comprendre ce qu'on a en face de soi pour pouvoir transmettre de la meilleure façon qui soit et anticiper les problématiques qu'il pourrait y avoir. Alors, on ne peut pas tout prévoir, hein, on ne peut pas, voilà, hein, mais en tout cas, par la compréhension, en tout cas, et par les fenêtres que justement faire dans la communication comme avec tes échos, hein, ton écho, eh bien, nous permettre en tout cas de diffuser un message clair, à savoir, soyez conscients de ce qui nous est proposé aujourd'hui, mais n'ayez pas peur, parce qu'agir dans la peur, ben, c'est un petit peu comme tout ce qu'on traverse maintenant, hein, pour faire le lien, ça ne va pas résoudre grand-chose, hein. Et c'est justement en conscience, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, donner une réponse et non une réaction à l'enfant, le tranquillise, hein, parce que souvent, lui, il est preneur, hein. Tu parlais justement de qu'est-ce que c'est tout ce flot d'informations, tout ce flot d'images qui passe, mais en même temps, notre échange nous a permis d'évoluer, hein, nous a permis de développer cette plasticité cérébrale. Donc, les échanges sur Facebook, sur YouTube ou autres, permettent aussi de modifier cette plasticité cérébrale à un certain niveau. Et c'est pour ça qu'il faut choisir, on va dire, l'excellence et le raffiné pour nos enfants, pour les orienter au mieux dans cette jungle, hein, qu'il leur est proposée. Je crois que c'est ça, justement, qu'il faut retenir. Ouais, et puis cette gymnastique peut nous préparer à la suite parce qu'on sera de plus en plus probablement stimulé. Donc de toute façon, apprendre à aborder chaque outil qui nous est proposé avec vigilance en se disant mais qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse? Et effectivement, c'est vraiment une question de vivre en conscience finalement qui, tu sais, est mon sujet favori. Vivre une vie intentionnelle et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité. C'est que moi, je fais des ateliers en écologie intérieure pour activer les ressources intérieures, mais que bien sûr, prendre en compte l'environnement, c'est extrêmement important puisque l'environnement nous forme et shape et que c'est une possibilité aussi de développement personnel et de savoir à chaque fois que ce soit les relations, que ce soit les outils, quelle est l'intention derrière, qu'est-ce que je veux en retirer et après, effectivement, les enfants, eux, ils n'ont pas encore ce recul. C'est pour ça, comme tu l'as très bien dit et tu l'as ramené à chaque fois, derrière chaque enfant, il y a effectivement un parent. Et ce n'est pas pour culpabiliser, c'est plutôt pour responsabiliser et pour aussi leur rappeler que les solutions existent. Il y a plein de familles qui ont fait ces transitions-là où ça ne se passait pas bien et puis qui ont pu reprendre les choses en main, remettre un cadre et puis finalement arrêter d'être les victimes d'un outil et l'utiliser à leur service à eux. Donc, Et surtout d'avoir peur de l'enfant lorsqu'on lui dit non, hein. À des moments, il faut savoir aussi poser un cadre, une autorité positive, bienveillante, savoir anticiper, comme je l'ai dit, ben c'est ça. C'est poser un cadre rassurant pour l'enfant qui lui permet justement de bien grandir. Hein, le tout de suite, le tout le temps, eh bien, n'est pas cadrant pour l'enfant et il se perd et il en veut toujours plus et il n'est pas apte, on va dire, suffisamment autonome, hein, pour définir en fait le cadre de sa vie à cet âge-là. Donc, je pense que c'est vraiment… Oui. Ça me fait justement penser à Pélican, ce que tu dis, Oui. parce que ce collectif, finalement, parce que je disais, des fois, ça va au-delà de clés que tu donnes sur le cadre, parce qu'il y a
il n'y a pas la capacité de la maman qui est seule, tu vois. Donc, ton collectif avec tous ces experts, je pense qu'ils peuvent vraiment aider à accompagner, non, à... Ah, tout à fait. Alors, effectivement, merci de me donner l'opportunité d'en parler. C'est vrai que la ligne pélican.com, moi, je l'ai créée pendant la première vague du Covid en me disant justement, bah, je suis seule face à un individu maintenant qui me propose du 360 degrés. Quoi, hein, parce que bah, forcément, les enfants à la maison, le travail à la maison, la charge mentale aussi pour ceux ou celles qui ont la charge de la famille à la maison, la solitude aussi pour ceux qui étaient seuls, par rapport aux parents solos, peut-être aussi parfois, les complexités diverses et variées. Et c'est la raison, les deuils aussi, hein, qui sont abordés sur la ligne Pélican, parce que bah, voilà, cette épidémie, ça a aussi été la réalité de décès. Donc voilà, toute cette complexité-là, je me suis dit, moi, je ne vais pas pouvoir faire ça toute seule. Donc, comment. Effectivement, je me suis entourée, on va dire, d'experts, qui sont établis, qui ont été d'accord en fait de consacrer du temps à ce développement de la ligne pélican.com. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. Comme j'ai dit, l'individu, il est abordé dans sa totalité, son 360 degrés. Hein. On aborde aussi les milieux de l'entreprise, des associations, parce que les associations aussi, avec cette situation, ont été débordées et nous demandent de l'aide par rapport justement à la prise en charge des personnes qui s'adressent à elles. Elles ne peuvent plus faire face. Donc là, on est présent justement sur la ligne Pélican pour répondre à ces demandes et c'est avec plaisir qu'on le fait. Donc vous pouvez justement vous promener, on propose aussi des conférences, etc. Et puis c'est avec plaisir que j'échangerai aussi avec toi à ce sujet, peut-être lors d'une de tes conférences, qui sait, sur la ligne Pélican. Ça pourrait être un bel échange. Tiens. C'est gentil, merci. Voilà. On va conclure ici et j'invite les personnes qui nous regardent et qui nous ont pris en cours de regarder plus tard dès le début, puis de nous laisser des commentaires et des questions. Je ferai en sorte que les questions, je te les fasse passer. Et puis, elle sera remise sur YouTube, donc vous pouvez aussi laisser des commentaires sur ma page YouTube. Et on se retrouve pour un prochain rendez-vous bientôt. Encore un merci à Nathalie pour sa disponibilité. Excellente soirée à tous. C'est moi qui te remercie. Bonne soirée. Bonne soirée.